Bonsoir. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de H. pylori, Helicobacter pylori. Et parce que je pense qu'il manque quand même des informations en français euh, sur YouTube, en fait. Sur le net, il y en a pas mal. Euh, mais sur YouTube, j'ai trouvé que des vidéos et pas suffisamment informatives. Uniquement en anglais. Bon, je comprends l'anglais, mais je pense que ça pourrait aider des personnes et je suis encore actuellement dans la recherche et je fais une expérience personnelle que je souhaite partager. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Parce que l'Helicobacter pylori est une bactérie qui infecte énormément de personnes, environ 60% de la population. Bien entendu, la plupart des gens ne le savent pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bactérie? Ce que j'ai pu comprendre, on ne va pas rentrer dans des trucs super approfondis, hein. Je vais rester assez euh, superficielle parce que de toute façon, j'ai pas super approfondi, hein. J'ai essayé de comprendre. Donc, c'est une bactérie pas sympathique qui s'attrape uniquement, enfin, à 99% des cas, pendant l'enfance, la basse enfance. Et cette bactérie, elle vit dans l'estomac. On n'avait jamais pensé qu'une bactérie pouvait vivre, on était persuadé que personne ne vivait dans l'estomac à cause de l'acidité, du taux d'acidité. Euh, mais il se révèle qu'en 1982, il y a deux scientifiques australiens, j'ai noté leur nom. Alors attendez, donc c'est vraiment très 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 récent la découverte de cette bactérie. 1982, deux Australiens, Barry Marshall et Robin Warren. Ils ont donc découvert la présence de cette bactérie dans l'estomac. Et donc depuis, des recherches ont été faites, mais il manque encore beaucoup beaucoup de choses. On n'est pas très fixé sur les mots que ça peut donner parce qu'elle peut provoquer beaucoup, beaucoup de problèmes, cette bactérie. Alors, comment j'y suis arrivée, comment j'y suis venue, comment je l'ai découvert? Eh bien, il se révèle que il y a peut-être 4 ans, j'ai eu une allergie cutanée d'un jour à l'autre. J'ai jamais eu d'allergie de ma vie. Et d'un jour à l'autre, j'ai eu une allergie de fou. C'était comme de l'eczéma. Donc ça a commencé, je crois, dans les extrémités, les pieds, les doigts. Et ça m'a gratté, mais alors, un truc de fou. Et ça progressait très très vite, vraiment très vite, mais de partout. Et aussi sur les paupières, sur les oreilles, partout, partout, partout. Et donc je suis allée chez le pharmacien, il m'a dit, oh c'est rien du tout, c'est bon, c'est de l'eczéma, voilà. Vous prenez, euh, il m'a donné un cachet ou un truc comme ça, et ça va passer. Euh, donc, chose que j'ai faite, j'ai attendu 2 heures. Ça n'avait fait que progresser. J'étais dans un état catastrophique. Je me grattais, mais alors un vrai singe de partout. Je pouvais plus tenir en place. Et j'ai donc téléphoné à une infirmière à l'hôpital qui m'a dit ben, vous venez, mais en urgence. C'est une allergie. C'est maintenant, pas dans 1 heure. Donc je suis en effet arrivée à l'hôpital. Tout de suite, on m'a donné des stéroïdes. Euh, et là, ça a directement arrêté la progression de... Enfin bon, ça devait déjà bien progresser parce que j'en avais partout. C'est des petits boutons qu'on ne voit même pas, hein. Mais dès qu'on gratte vraiment, alors là, ils deviennent rouges. Bon, et ben, donc ça m'a pris une semaine jusqu'à ce que ça passe. Je ne pouvais pas sortir dehors à la lumière. Je ne pouvais pas être exposée à la lumière. C'était un truc de fou. Bon, ok. Réaction allergique, première fois de ma vie, donc on m'a pas envoyé faire des tests, quoi que ce soit. On m'a dit si ça se reproduit, bon bah on vous enverra en effet faire des tests, voir à quoi vous êtes allergique. J'étais assez pessimiste parce que je savais que les gens qui sont allergiques, on trouve jamais à quoi vraiment ils sont allergiques. Enfin c'est rare. Donc bon, ça a pris une semaine, j'étais contente, tout est parti.
Boum, 2 semaines après, ça recommence. Alors, je cours à l'hôpital, on me donne une injection de stéroïdes, ça s'arrête, et voilà. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter, je me suis dit, merde, mais je vais commencer à faire des allergies, moi qui mange aussi bien, je fais du sport. Enfin, bon, à l'époque, le seul problème que j'avais, c'était quand même de énormément fumer. Ça, je dédierai un autre. Je ferai une autre vidéo pour ça, pour l'arrêt de la cigarette. Et on peut dire que je buvais pas mal de vin aussi, hein. C'est-à-dire tous les soirs avec ma cigarette. Voilà, donc je me suis dit, bon, enfin, moi qui mange, je mange rien de transformé, tout, je fais tout moi-même, à quoi je peux être allergique? Bon, 2 semaines après, et rebelote. Alors, ça me prenait une semaine jusqu'à ce que ça guérisse, et ça revenait. Bon, et là, ça s'est arrêté. Et j'ai compris qu'il y avait des anti-allergiques que je pouvais acheter à la pharmacie euh, et puis prendre directement sans ordonnance. Donc, j'ai prévu d'avoir ça toujours dans mon sac. Il y en a qui roulent comme des malades ici. Waouh. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, où j'en étais. Ouais, ouais. Et bon, plus d'allergie la plupart du temps, hein. Bon, si on m'a envoyé faire les tests, on n'a rien trouvé. Je suis allergique à rien. Je m'en doutais. Puis je me suis dit, en fait, c'est le stress. Parce que, en effet, j'ai remarqué, ça m'est arrivé, c'est revenu quelques fois, bon, pas toutes les 2 semaines, non, c'était plutôt, bah, c'était en fait, j'ai remarqué que c'était dans les périodes de très très grand stress, parce que je suis quand même quelqu'un de très très stressé, je suis très zen, mais je suis aussi très stressée. Donc, comme les déménagements ou les choses comme ça, tac, je déménage, 2 heures après, c'est fini, j'ai fini le déménagement, une allergie commence. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai compris que j'étais allergique au stress. Bon, bah, c'est vrai que le stress, ça peut nous tuer. Et c'était au mois de juin, il m'est arrivé un autre truc. Euh, et des fois, ça prend du temps. Ça prend du temps jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on comprenne soi-même parce que les médecins ne savent pas eux non plus. Euh, on est tellement tous différents et je pense que la médecine c'est tellement vague quand même euh, qu'il est important de se connaître soi-même et d'essayer de comprendre la maladie et pas uniquement se mettre entre les mains de médecin ce qu'il a dit, ah voilà c'est béni, c'est ça et je vais l'écouter. Non, non, non. Voilà pourquoi. Donc c'était en juin et j'étais super stressée pour des raisons personnelles. Et le matin, je me lève, je commence à me gratter. Et c'est une façon de se gratter qui est très très particulière. C'est vraiment un grattage, mais alors grattage de mort. Mais ça commence, mettons, avec un tout petit bouton. Voilà. Donc j'ai compris, ok, je me prends un cachet. Je prends un cachet, plus de problème. Le soir, encore une fois, ça recommence à me regratter un petit peu. Euh, et, euh, et, et donc, je me suis repris un cachet. Bon, tout va bien. Je vais dormir, je dors très bien, comme d'habitude. Et le lendemain, je me réveille, je me frotte les yeux et je sens une sorte de douleur là, dans l'œil, un truc, bon, assez bénin. Jamais j'avais senti une. C'est comme si j'avais reçu une sorte de coup dans l'œil, mais bon, ça faisait pas mal. Elina et chérie, tu veux bien faire chauffer l'eau pour le thé? Merci. Donc, j'ai pas trop fait attention, mais. Enfin, j'ai pas trop. Si, j'ai fait attention, mais je me suis dit, bon, bah, c'est rien, quoi, ça va passer. Le lendemain, ça y était toujours, et c'était un petit peu plus. Je le ressentais un petit peu plus. Le surlendemain, donc on était. Ça a commencé donc. L'allergie a commencé le mercredi. Le lundi, pardon. Le lundi, j'ai l'allergie qui a commencé. Le mardi, bon, il n'y avait plus d'allergie, mais j'ai commencé à avoir mal à l'œil. Le mercredi, j'ai eu encore un peu plus mal. Le jeudi, encore un peu plus mal. Et là, je me suis dit, bon, Karine, euh, il va quand même falloir bah, voir un docteur.
Donc le vendredi, comme on ne travaille pas ici le vendredi, j'ai été voir le médecin. Les médecins généralistes, bah, c'est pas des médecins des yeux, mais enfin quand même, hein. En plus, il est pas jeune ce médecin. J'attendrais d'un médecin d'être un peu plus généraliste et de connaître un peu plus de choses. Il me dit non, non. Il me regarde. Non, non, vous n'avez rien. Je dis docteur, bon, j'ai rien d'accord, mais j'ai mal. Bon, bon, attendez, si jusqu'à dimanche vous avez encore mal, prenez rendez-vous chez un médecin pour les yeux. J'ai dit bon, d'accord. Bon, le samedi, alors là, j'ai eu vachement beaucoup plus mal. Et le dimanche, là, c'était insupportable. Donc, j'ai été au boulot et je me suis dit, je vais prendre rendez-vous, mais enfin, rendez-vous, il faut absolument un rendez-vous pour aujourd'hui. Maintenant, on est en Israël, je ne sais pas comment ça se passe en France. Ici, rendez-vous, bon, ça va pas si vite que ça, hein, malgré que la médecine, elle est à la pointe et tout, mais les médecins spécialistes, enfin bon, les yeux, on m'a dit, oui, non, il y a dans une semaine. Je lui ai dit, foutez de moi, dans une semaine. Elle me dit, si vous voulez, alors là, ça, on fait une petite parenthèse, il y a un docteur à Oum El Fahem. Si je vais là-bas, je sors, j'ai plus d'yeux. Il n'y en a plus. Alors non, non, les malades, celle-là, enfin c'est dans les territoires, quoi. Bon, nous on rentre pas dans les territoires parce que bon, sinon on se fait déglinguer la gueule, quoi. Euh, bon, c'était une parenthèse, je lui dis non, écoutez, c'est pas possible, hein. Alors, et il faut que je voie un médecin, vite. Bon, euh, elle n'a pas trouvé, je me suis dit bon, bah allez, je vais aller voir un médecin privé. Le même jour, j'ai eu rendez-vous chez un médecin privé. Il avait au moins 90 ans, il n'avait pas de lunettes. J'étais très impressionnée. Je me suis dit, oh, mais bon. Et donc, il me dit, madame, non, c'est rien du tout. Vous avez, vous avez une grippe à l'œil. Alors, ça, j'ai jamais entendu parler d'un truc pareil. J'ai une grippe à l'œil. Oui, 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 c'est une grippe à l'œil. Ah bon, bon. C'est pour ça que c'est une sensation bizarre et que j'avais jamais ressenti ça comme ça. Bon, d'accord. Vous prenez des gouttes, ça va passer. Ok. Donc je prends mes gouttes, mais là, de heure à heure, donc on est dimanche. Le dimanche ici, on travaille, c'est le premier jour de la semaine. Donc de heure à heure, ça commence de faire de plus en plus mal. Et le soir, j'en viens à me cacher un œil. J'ai mis un, bah, j'ai les trucs là pour dormir, hein, pour faire la sieste. Et donc je me suis caché l'œil, je ne pouvais plus voir la lumière. J'avais comme une sensation que dans l'œil, ça me tirait, comme si on tire, on tire. Ça fait très mal. Donc, bon, je vais dormir, je mets mes gouttes gentiment, et le lendemain, c'est pire. Et là, vraiment, j'en suis à prendre comment on dit, aspirine, enfin les trucs qui passent la douleur. Et j'en suis à toutes les 4 heures, il me faut un cachet pour passer la douleur. Le lendemain, eh ben, je suis devenue complètement aveugle, impossible de voir des deux yeux, parce que c'est pas que l'autre œil, l'œil droit allait bien, mais l'œil gauche, il me faisait tellement mal, et toute lumière qui atteignait l'œil droit, ça me rentrait dans l'œil gauche, enfin c'était un truc de fou, je suis devenue aveugle, j'avais les deux yeux bandés et fermés, parce que je ne pouvais absolument pas voir la lumière. Et je téléphone à l'hôpital, à l'infirmière, et je lui raconte, non, 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 vous avez été chez le médecin hier, il faut être patiente, il faut attendre. Je lui dis, écoutez, je vais pas bien du tout. Oui, c'est normal, continuez avec vos gouttes et ça ira mieux. Bon. Donc, on est mardi maintenant. Mardi, j'en peux plus. Je suis mal, je suis avec une tringle à rideau pour marcher là devant moi en tant que canne, parce que j'ai pas de canne moi, mais bon. Et, et ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Donc j'attends, je suis gentille, j'attends, je suis conne quoi. J'aurais dû partir et puis n'écouter personne. Et je me suis dit, bon, je voulais pas aller aux urgences. Puis je me suis dit, c'est vrai, les urgences, on attend pendant des heures et c'est la merde. Alors, j'ai donc. Je suis partie dormir, mais enfin, j'ai pas dormi. Et à 4 heures du matin, c'est-à-dire dans la nuit de mardi à mercredi, j'en pouvais plus. Et j'ai téléphoné à l'infirmière et je lui dis écoutez, madame, là, j'en peux plus. Je suis complètement aveugle. Et cette connasse, elle me dit ben,
Oui, non, vous pouvez pas aller aux urgences maintenant. Le médecin va bientôt recevoir. Retéléphonez pour avoir un rendez-vous. Je suis, elle est malade celle-là. J'ai réveillé ma fille. Je lui ai dit, écoutez, tu m'emmènes. Illinois, elle s'appelle Illinois, ma fille. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. On va à la clinique. Donc on a commandé un taxi parce que je ne pouvais pas conduire. Elle m'a vraiment attrapée. On a été voir un docteur. Le docteur, il me dit enlevez votre cache-yeux. Enfin, il m'a reçu tout de suite, hein, en effet. Euh, je lui dis mais c'est pas possible, docteur. C'est impossible, je ne peux absolument pas voir la lumière. Il me dit bah, comment je vais vous examiner? Je ne sais pas, moi, je peux pas voir la lumière. Donc, d'un seul coup, il m'enlève, il m'ouvre l'œil, il met des gouttes dans l'œil. Ah, au même moment, j'avais plus mal. Rien. Je lui dis, mais docteur, ah, c'est fantastique, qu'est-ce que vous m'avez fait? Il me dit, bah, je vous ai endormi l'œil. Oh, j'ai dit, waouh, ça fait des jours que je suis comme ça et vous m'avez endormi l'œil et tout est passé. Enfin bon. Bon, et bon, il commence à m'ausculter et là, il commence à m'inquiéter. Vous êtes en bonne santé généralement? Je dis, ah oui, 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 très bonne santé. Vous êtes sûr? Oui, docteur, je suis sûr. Vous n'avez pas des aphtes, des maux de ventre, des maux dans le bas du dos? Je dis, non, docteur, je n'ai pas. Vous êtes certaine? Oui, docteur, mais là, vous commencez vraiment à m'inquiéter. Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Euh, il me dit, je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai? Il me dit, un uvéite. Je ne sais pas ce que c'est qu'uvéite. Alors, voilà. Alors, il m'explique un peu et il me dit que c'est en fait euh, euh, une maladie qui vient d'un autre mal. Voilà. Quand on a la maladie de Crohn ou la sarcoïdis, un truc des poumons, ou de l'arthrite, enfin des trucs de malade, la syphilis, voilà. Donc l'uvéite vient de ça. Bon, bah, c'est bien. Alors je lui dis, écoutez, qu'est-ce que j'ai exactement? Alors il me dit une uvéite antérieure. Bon, je me suis dit, je vais rentrer, je vais aller pianoter ça sur Internet. En effet, je rentre, heureusement, mon œil était endormi et il m'a donné tout de suite des stéroïdes. Et ces stéroïdes, bah là, dès qu'on en prend, c'est fini, quoi. Tout va bien. Donc, 6 fois par jour, quand même, hein. Stéroïdes, il m'a donné une crème aussi. Ouais, une crème, je crois. 6 fois par jour. Donc, je recherche sur Internet et là, j'étais pas super gay, en fait. Non, j'ai réalisé ce que c'était la maladie de Crohn. J'ai vu les maladies que je pouvais avoir. Bon, j'ai dû prendre tous les rendez-vous, faire tous les examens. Alors comme ça, il y a plein de prises de sang à faire. Euh, Ensuite, il y a la radio des poumons à faire. Ensuite, tout ça, ça prend du temps, hein, parce qu'il faut prendre des rendez-vous et tout ça. Alors, d'abord, et puis après, il faut prendre rendez-vous chez le gastro. Je sais ce que je vois le gastro. Et le gastro qui m'envoie faire une colonoscopie et une gastroscopie. Enfin, de là et des deux côtés, quoi. Voilà. Endoscopie, je sais pas comment dire en français. Colonoscopie d'en bas et en hébreu, ça fera gastroscopie d'en haut, hein, ça veut dire d'en haut. Donc, bon, j'attends, j'essaye de m'enseigner sur la maladie de Crohn. Alors là, ça me fait peur parce que je me dis, mais j'ai pas de problème. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup le ventre qui gonfle. Et je me réveille avec le ventre plat et le ventre qui gonfle. Mais le docteur me dit, mais non, il y a beaucoup de gens comme ça, vous mangez beaucoup de légumes crus. Et je suis malheureuse avec cette situation de ventre qui gonfle. Vraiment très très malheureuse. Parce que moi, avec le sport, je fais mes abdos, je veux des plaquettes, et j'ai le ventre qui gonfle. Et je suis très très malheureuse. Donc, bref, ça va être long comme vidéo, je crois. Je parle beaucoup. Et Elina, hello, elle bouge, chérie. Merci. Tu pourras aussi m'amener. Mm, mm. Non, après on mangera la Hanouna. Ça va. Donc, voilà. Je fais la colonoscopie. Et super bien. Pas un seul polype. Donc, et pas de Crohn, bien entendu. Et
au même moment, hein, ils ont fait tout ça en même temps. La, d'en haut, la gastroscopie, ou endoscopie, il faudrait que je recherche. Euh, donc les résultats que j'ai, c'est que mon côlon, il est très très bien, il est superbe, je l'ai même vu, il est rose, hein, malgré qu'on nous endort. Hein. C'est pas on n'est pas endormi complètement, mais on ne sent rien et on, on est bien quoi. Enfin, bon, pas très agréable comme truc, mais enfin on sent pas, on sent pas, c'est le principal. Euh, donc le résultat est que on me dit voilà vous avez une euh, euh, Helicobacter pylori. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oui, bon, c'est une bactérie que vous avez attrapée à l'âge de l'enfance et vous avez donc une grosse infection à l'estomac, donc c'est ce que ça traduit une gastrite. Voilà. Bon, je rentre chez moi, je vais voir sur internet, ça me dégoûte cette bactérie, je suis pas gaie d'avoir une bactérie dans l'estomac. Merci chérie. J'ai fait une vidéo sur la le vite. Voilà. Eh, mais je veux bien une cuillère, ma chérie, s'il te plaît. Parce que comme ça, je pousse le thé dedans. Donc, j'ai compris que je devais me recevoir des antibiotiques. Je prends ces antibiotiques, mais c'est un truc de fou. Hein. Merci chérie, merci beaucoup. C'est prendre... je crois que j'avais 3 sortes d'antibiotiques, plus un autre cachet contre l'acidité. Ouais. Alors bon, je suis pas Madame Médicament, mais quand il en faut, il en faut. Puis vraiment, je ne voulais pas cette bactérie. J'ai compris que c'était un truc super dur à partir et que ce traitement était nécessaire. Donc j'ai pris le traitement. Ça va, j'ai pas ressenti de fatigue malgré toutes les antibiotiques parce que vraiment, je suis super super active. J'ai continué mon sport tous les jours sans problème. J'étais pas fatiguée. J'ai bien tenu l'antibiotique et tout de suite, les résultats sont apparus. C'est-à-dire que je n'avais plus du tout de gonflement de ventre. Plus du tout. Donc j'étais vraiment très contente. Là, j'ai donc fini tout le traitement il y a cette semaine. Mais, malheureusement, il y a 2 semaines, pouf, ça a regonflé. Et en plus de regonfler, à chaque fois que je mange, j'ai commencé à avoir des crampes à l'estomac. Alors ça, c'est nouveau. Donc, ce qui veut dire le virus est là. Enfin, la bactérie, pas un virus, c'est une bactérie. La bactérie est donc revenue. Alors là, j'étais vraiment très malheureuse. Très malheureuse. J'ai recommencé mes recherches sur Internet. Surtout que j'ai rendez-vous. Normalement, il faut souffler dans un truc euh, pour voir si la bactérie est partie. Donc, personne ne me redonnera des antibiotiques tant que je ne vais pas souffler dans ce truc. Et ce truc, je souffle le 3 janvier. Bon, j'ai fait mes recherches et j'ai compris que, eh ben, c'est une saloperie parce que c'est très, 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 très dur à enrayer. J'ai vu des témoignages de gens qui prenaient des antibiotiques et reprenaient des antibiotiques et reprenaient des antibiotiques. Et en fait, ça vient pendant des années. Pendant des années, ils peuvent prendre des antibiotiques et ça part pas. Et il faut s'attendre en fait pas à ce que la bactérie s'en aille, il faut voir que le taux, en fait, il y a un taux. Alors, elle est autorisée jusqu'à un certain taux, au-delà d'un certain taux, elle est dangereuse parce qu'elle provoque des gastrites. Enfin bon, je me suis dit, alors là, eh ben, j'ai pas de chance. Mais il est hors de question que je prenne des antibiotiques pendant des années. Moi, je prends jamais d'antibiotiques. Là, j'en reprendrai s'il le faut encore une fois, mais il y a un truc qui me paraît très très louche. Étant donné que il y a trop d'acidité dans l'estomac, je ne comprends pas, mais vraiment je ne comprends pas pourquoi les médecins, ou même sur Internet, dans les conseils donnés par les médecins, ils ne parlent absolument pas de d'alimentation, d'aliments qui sont conseillés et d'aliments qui sont déconseillés. Alors
que bon, bah, c'est logique, non? Euh, c'est vraiment bizarre. Donc, disons que, suivant moi, la petite recherche que j'ai faite, bon, les produits animaux sont déconseillés, c'est-à-dire les viandes, les fromages. Ce qui est très conseillé, bien entendu, c'est tous les légumes verts. Tous les produits industriels déconseillés, donc il faudrait le café. Alors là, le café sur moi, tout de suite, je le sens. Et je bois beaucoup de café, j'aime beaucoup le café. Pas au lait, hein, café noir. Mais ça provoque énormément d'acidité. Ce qui peut éventuellement beaucoup soulager, et j'ai commencé depuis 3 jours, et en effet, je suis soulagée, même au point de vue des ballonnements, c'est de boire un citron pressé euh, à jeun. Alors je le rajoute, je le bois ou comme ça, ou je rajoute un petit peu d'eau tiède. Alors d'accord, le citron est acide, mais il a un effet il a l'effet de neutraliser dans l'estomac. Ok. Donc il ne faut pas croire que parce que quelque chose est doux, il ne va pas être acide. Si ce qui est sucré, les gâteaux, les choses comme ça vont avoir des réactions acides, vont provoquer de l'acidité dans votre estomac. Donc à éviter. Euh, et donc, disons, être vegan, ok, c'est pas un problème pour moi. Et bien entendu, éviter tous les produits transformés et industriels, pas un problème pour moi non plus. Le café, maintenant je suis uniquement au thé. Alors le thé, ce qui est bon contre cette bactérie, ce serait le thé vert. Euh, en infusion, ce que j'ai fait, parce que j'ai fait une liste de choses qui étaient bon, qui étaient, qui étaient bons contre cette bactérie. Alors, il y a le fenouil, hein, les graines de fenouil. On peut se faire des thés de graines de fenouil. Euh, du, comment on dit en français? Turmeric. La poudre orange, là, qui est super. Turmeric. Et du curcuma. Voilà. Bon, un thé de curcuma, c'est pas trop génial. Mais enfin, faire un thé de graines de fenouil, de gingembre. C'est très très bon le gingembre. Le gingembre, de toute façon, c'est bon pour tout. Et de la cannelle. Les lipobactères et pylori n'aiment pas la cannelle. Voilà. Donc, je conseille, chose que je fais, thé avec cannelle, gingembre, pas de la poudre de gingembre, hein, jetez la racine, coupez-la en tranches, tapez un peu dessus pour essayer d'extraire le jus et mettez-la dans votre thé. Et les graines de fenouil, bah, tout simplement, je rajoute de l'eau bouillante sur mon fenouil, mon gingembre et ma cannelle. La cannelle, je prends des bâtons de cannelle et je les brise un peu. Hein. Les principes actifs sont toujours beaucoup plus forts dans les épices qui n'ont pas été hachées, qui n'ont pas été mises sous plastique. C'est-à-dire aller au marché et acheter vos épices telles quelles. Hein, vous prenez un pilon et s'il le faut, vous tapotez un peu dessus, vous les réduisez et ça euh, dégage l'essence qui est beaucoup plus forte que les épices qui ont déjà été râpées, qui n'ont plus beaucoup de principes actifs une fois qu'elles ont été réduites en poudre. Et je suppose que beaucoup d'agents additifs ajoutés à ces épices, donc elles sont malheureuses, ces épices, elles font plus vraiment leur travail. Donc, voilà. D'autres recherches que j'ai faites, et là c'est vraiment très très intéressant, c'est le miel de Manuka. Alors, le miel de Manuka, c'est un miel qui n'est fait qu'en Nouvelle-Zélande. Il est assez cher. Je l'ai recherché, je l'ai trouvé sur iHerb. Et les gens atteints de H. pylori, bon, on va raccourcir, on va appeler ça comme ça, parce qu'on appelle aussi en raccourci H. pylori, euh, donnent des témoignages comme quoi ils ont été complètement guéris de la bactérie. Après avoir essayé des antibiotiques, rien n'a marché. Ils ont essayé le miel de Manuka et ils ont fait des tests après
je pense c'est 2 ou 3 mois de prise de miel, et ils sont négatifs. Il n'y a plus de bactéries. C'est pas qu'on regarde si le taux est bas ou... Non, il n'y a plus de bactéries. Le test est négatif. Alors ça, c'est fantastique. Bon, ces gens-là, ils ont allié aussi au miel la prise de mastic gum. Ce sont des sortes de chewing-gum, mais pas des chewing-gum Hollywood. Hein. Des mastic gum, c'est de la gomme qui est faite à partir de l'arbre. À acheter ailleurs. Je vous mettrai tout en lien en dessous. Et le principe actif du brocoli, alors ça s'appelle du sulforaphone. Bon, je mettrai le lien, le mot exact dans, dans le lien, dans la case en bas de la vidéo. Donc, c'est le principe actif du brocoli. Donc, voilà, j'ai commandé sur iHerb hier le miel de Manuka, le principe actif de brocoli et le mastic gomme. Je vais prendre ça, je vous tiendrai au courant du traitement, de voir comment ça va, des tests que je vais refaire, puisque de toute façon j'ai rendez-vous le 3 janvier. Je ne pense pas que j'aurais pris suffisamment le miel et tout ça jusqu'au test pour que ce soit négatif. Ah, si Dieu veut, espérons. Mais on verra, j'espère avoir une grosse amélioration. Voilà, alors, maintenant, j'ai demandé à la spécialiste des yeux parce que puisque je n'ai pas de Crohn, je n'ai pas de syphilis, je n'ai pas d'arthrite, je n'ai pas de sarcoïde, je n'ai pas plein de choses qu'on cherchait, voir si j'avais. Je lui ai dit, écoutez docteur, est-ce qu'il serait possible que l'uvéite vienne, parce qu'en fait l'uvéite, c'est une maladie de l'œil et qui est très grave, puisqu'elle peut rendre aveugle. Ça devient chronique et c'est ce qui m'arrive. Donc depuis le mois de juin, j'ai essayé d'arrêter les stéroïdes. On m'a fait arrêter vraiment très progressivement. De 6 gouttes, on est passé à 5 gouttes, et à 4 gouttes, et à 3 gouttes, et à 2 gouttes, et à 1 goutte, et une semaine oui, et une semaine non, jusqu'à ce qu'on s'arrête complètement. Je me suis arrêtée complètement, c'était en septembre. Et boum, c'est-à-dire que la docteure a dit, ah, elle a regardé, plus aucune cellule du véhite, aucun problème, vous pouvez vous arrêter. Bon, progressivement, mais vous pouvez vous arrêter. Je m'arrête, 4 jours après, boum, bobo à l'œil. Bobo, mais tout doux, comme la première fois quand ça avait commencé. Bon, peut-être avec les lunettes. Donc, je me suis dit non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas possible. J'ai couru chez le docteur. Il me dit non, écoutez, je vois rien du tout. Je lui dis écoutez docteur, vous voyez rien du tout, c'est parce que c'est le tout début, mais moi je le sens. Je sens que c'est une douleur très très particulière, ça peut pas être autre chose. Il me dit pas de problème, je vais vous donner des stéroïdes et voilà. Donc 6 stéroïdes, 6 gouttes par jour, ça recommence et descendre progressivement. Le lendemain, je me suis dit j'ai plus du tout mal, je vais pas prendre 6 gouttes par jour. Allez, je vais en prendre une. Et tous les jours une. Donc j'ai fait ça pendant 3 jours et après j'ai complètement arrêté. Plus rien. Une semaine après, boum, ça recommence. Je me suis dit, bon, attends Karine, tu vas attendre, tu vas pas courir mettre du stéroïde, tu vas attendre. Et en effet, 1 heure après, plus mal. Et là, ça continuait comme ça, toutes les semaines. Ça revenait, ça pouvait passer quelques heures après, ou le lendemain, sans que je mette rien. Bon, j'avais encore un rendez-vous avec la spécialiste, que je vois une fois de temps en temps, et je lui explique ce qui m'arrive. Elle m'a dit, ah non, vous reprenez le traitement, vous n'êtes pas guéri, vous avez un uvéite, et je lui dis, mais docteur, ça s'en va tout seul, c'est bien, le corps, il lutte, et il enraye. Elle m'a dit, non, non, non. Elle m'a dit, c'est moi le docteur, et c'est moi, bon, avec tout le respect que je lui donne, hein, elle a quand même étudié, et il vous faut des stéroïdes. Bon, moi, je suis contre les stéroïdes, mais bon, j'ai pas envie de perdre mon œil, parce que c'est vraiment le risque
on peut devenir très très vite aveugle. Ça m'est pratiquement arrivé. Donc, on- et c'est terrible d'être aveugle. Vraiment. Vraiment. Donc, j'ai pris les stéroïdes. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en prends. Bon, maintenant, j'en prends très peu. Là, j'en suis à une goutte par semaine. On va bientôt s'arrêter complètement. Mais, euh, voilà, j'ai trouvé mon problème. Je lui ai dit, docteur, écoutez, est-ce que cette bactérie, le H. pylori, peut provoquer l'uvéite? Alors elle me dit, écoutez, dans les livres de médecine, il y a eu quelques cas, mais rien n'a été prouvé. Et voilà, voilà. Donc personne n'est au courant que le H. pylori peut donner un uvéite. Et moi, je sais que l'uvéite m'est causé parce que vraiment, je suis jamais malade. Enfin bon, si, là, je suis un peu enrouée. Mais j'ai jamais eu de maladie de ma vie. J'ai fait beaucoup de sport. Mon alimentation, j'ai une alimentation qui est vraiment très saine, enfin, à 98%. Euh, donc, il n'y a que ça. Mais seulement, évidemment, il n'y a pas suffisamment de tests qui ont été faits, ça n'a pas suffisamment été prouvé. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens comme moi, parce que c'est-à-dire que on trouve 50% des gens qui ont une uvéite avec une maladie grave, et 50%, on leur dit, bah, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui mettent ça sur le compte du stress, et voilà. D'un autre côté, c'est pas si faux que ça, parce que l'Helicobacter pylori, euh, il y a 60% de la population qui a cette bactérie. Et oui. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces symptômes. Ces symptômes apparaissent, et les maladies qui viennent en conséquence de l'hélicobactère apparaissent chez les gens stressés, comme moi. Donc, euh, moi, je stresse, tac, allergie, tac, uvéite. Et il n'y a aucun médecin qui va me dire, ah bah oui, ça, bah voilà, non, non. Donc, je suis tout à fait consciente qu'il faut soigner les deux, parce que ça partira quand ça, ce sera soigné. J'attends mes compléments alimentaires et le miel que j'ai commandé sur iHerb. Et je pense qu'on me redonnera un antibiotique pour continuer de soigner l'hélicobactère. Je ne sais pas si je le prendrai. Je verrai comment je progresse avec les traitements naturels et je vous tiendrai au courant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Encore d'autres aliments qui sont bien à manger quand on a cet hélicobactère. Donc, on a dit le brocoli, l'aloe vera, le jus d'aloe vera est très très bon, l'ail, l'huile d'origan, l'huile de noix de coco, en effet, aussi l'eau de noix de coco, vraiment à boire à volonté. Le vinaigre de pomme, chose que je fais une ou deux fois par jour, je prends une cuillère à soupe de vinaigre de pomme dans de l'eau tiède. Euh, et voilà, et voilà. Donc, ah oui, juste pour savoir un peu, hein, tout ça, ça vient de Wikipédia. Euh, alors, l'hélicobactère, comment est-ce qu'elle vit dans cet environnement qui est si acide, où en fait, on ne pensait jamais qu'il pourrait y avoir de vie dans cet environnement-là? Eh bien, elle crée, elle produit de l'uréase. Et l'uréase est un enzyme qui catalyse la réaction de transformation de l'urée en dioxyde de carbone et en ammoniac. Génial, vraiment. Donc bah, c'est terrible ce qu'elle fait. C'est vraiment une saloperie et il faut absolument l'enrayer. Et elle peut provoquer beaucoup, beaucoup de maladies comme l'ulcère. Jusqu'à il y a peu de temps, on était persuadé que l'ulcère, bah, c'était, bah, oui, les gens stressés, H. pylori, et bah, les alcoolistes. Et en fait, eh ben, c'est pas l'alcool, non, c'est l'hélicobactère. Bon, évidemment, si on a l'hélicobactère et qu'on boit de l'alcool, alors là, ça rend l'estomac encore plus acide. Donc la bactérie, elle prolifère encore plus. C'est un cercle vicieux. Mm.
Maintenant, pourquoi les médecins ne font pas passer des tests impérativement à tout le monde? Hein, parce que je vous ai dit qu'il y a 60% de la population qui a cette maladie, cette bactérie, et cette bactérie, elle est quand même grave parce qu'il y a quand même 20% de la population qui va faire un cancer de l'estomac ou du côlon. C'est quand même dur. Euh, 60% des... Non, je ne sais plus combien de pourcentage, que je ne dise pas des bêtises, mais un énorme pourcentage de gens qui vont faire un ulcère à cause de cette H. pylori. Mais les médecins ne vous envoient pas faire cette analyse de souffler dans un truc pour savoir, pour détecter si vous avez cette bactérie. Eh bien, parce que tout simplement, euh, vendre, les gens ont des reflux, des rejets, vous savez, des brûlures d'estomac et tout ça, eh bien, aujourd'hui, il y a tellement de médicaments, ils se font tellement de fric avec ces médicaments pour les brûlures d'estomac, pour les rejets, que ils perdraient trop d'argent, ok, si les gens étaient soignés, si les gens n'avaient plus cette bactérie. Donc c'est un truc de fric, quoi. C'est encore le monde médical qui cherche à faire du fric. Euh, D'ailleurs, sans ordonnance, vous avez ces médicaments. Ça se vend comme des petits pains. Mieux que des petits pains. Voilà. Donc, si vous avez des ballonnements, des envies de vomir, moi je n'ai pas tout ça. Moi je n'ai que des ballonnements et là récemment des crampes d'estomac. Donc si vous avez des brûlures d'estomac, euh, des gonflements, hyperventilation. Excusez-moi pour too much information. Alors il y a du charbon, enfin les cachets à base de charbon, je ne sais pas trop quoi, contre l'hyperventilation. Mais enfin, il faut quand même voir la cause, parce que ça ne sert à rien d'avoir le H. pylori et de prendre des médicaments, des cachets contre les fluctuations, j'ai dit ventilation. C'est pas des fluctuations, des proutes quoi, voilà. Bon. Euh, donc je vous conseille d'aller chez votre médecin et d'aller voir si vous avez cette bactérie. Parce que vraiment, 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 il y a beaucoup de gens avec des maux d'estomac et autant elle peut rester endormie et ne pas provoquer de graves maladies, mais elle peut provoquer aussi de très graves maladies. Voilà. Et surtout si vous êtes quelqu'un de stressé. Bon, je vous dis au revoir, je vous dis bonne nuit. Je mettrai les infos dans le lien en bas. Je ne sais pas quand sera ma prochaine vidéo, mais elle sera bientôt. Je pense faire une vidéo sur des informations supplémentaires que je vais trouver sur le H. pylori. Et je pense aussi faire une vidéo sur l'arrêt du tabac. Euh, voilà, sur comment j'ai arrêté le tabac. Bon, eh bien, je vous dis bonne nuit. Je vous embrasse. Voilà. Et Laila Tov, comme on dirait en hébreu.